Nous sommes mardi 27 février 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Natchabouani, Tiankolou ainsi que dans plusieurs autres localités du Burkina Faso. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Juge Bena Bougma, bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette deuxième audience, le tribunal de l'actualité auditionne deux spécialistes du football burkinabé. Il s'agit notamment de Lassina Sawadgo et Claude Rwamba, tous deux journalistes sportifs. Avec nos deux spécialistes, il sera question à cette audience du football burkinabé, crise, réforme et perspective. Bonjour à vous, Lassina Sawadgo. Bonjour, Président, et bonjour les juges de siège. Vous serez rejoint d'un moment à l'autre par Claude Rwamba. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bena Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. Mon avant-propos va concerner ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on a eu un week-end, excusez-moi de la qualification, c'est réellement ça, un week-end sanglant dans une église et aussi dans une mosquée, mais également sur d'autres positions militaires qui ont été attaquées au même moment. Donc mettant à rude épreuve effectivement les capacités de réaction des troupes burkinabés dans cette lutte contre le terrorisme que nous subissons depuis. Et donc ça a été un week-end qui a été vraiment douloureux pour les Burkinabés, qui a été un week-end de dure épreuve également, je dis bien, pour les forces de défense et de sécurité, parce que non seulement il fallait faire face à ce qui venait de se passer, mais en même temps, il y a aussi d'autres tirs sur leur position. Et donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, l'ennemi également réadapte sa stratégie. Donc, ça va nous demander suffisamment d'anticipation, suffisamment de concentration, parce que c'est une autre phase qui a été donnée de voir. À défaut d'attaquer des cibles une à une, ils font maintenant des attaques combinées certainement pour pouvoir effectivement engranger du résultat. Ça veut dire également que nous sommes en train de monter d'un cran et si l'ennemi change de tactique, c'est pas rien. Mais je dis bien, ça va demander également à notre niveau de l'anticipation et beaucoup et surtout une autre stratégie à mettre en place. Donc on a choisi l'option du tout militaire, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients comme toute autre option. Donc à l'arrivée, comment est-ce que ça va se passer? Mais toujours est-il que, excusez-moi, le front se durcit. Donc ça demande également que le Burkinabé se remobilise conséquemment. Donc c'est aussi pour souhaiter beaucoup de courage à ces personnes qui ont été éprouvées à travers leurs familles qui ont subi ces attaques-là ce week-end, mais aussi encourager les forces de défense et de sécurité, les VDP, qui sont au front parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc du courage à tout le monde et puis c'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le point de presse hier du mouvement Sens, auquel appartient Ahmed Guiavikam, qui a été interpellé, on le sait, je pense, entre le 24 et le 25 janvier dernier, et à sa descente de l'avion, parce que selon les informations, il venait de Bobo Dioulasso. Et donc depuis, il n'y a pas grande nouvelle. Et c'est ce que le mouvement déplore. Et le mouvement qui rappelle qu'il a adressé un certain nombre de courriers, je pense au ministère de l'administration territoriale, qui relève la sécurité, et je pense deux autres ministères, dont je pense celui de la justice. Mais ils disent rester sans nouvelles et n'avoir pas pu, outre mesure, rentrer en contact avec celui qui est donc leur camarade et ami. Donc c'est un peu partager un peu les craintes qui sont les leurs, et je crois que ce qu'ils mettent sur la table, et pour moi c'est pour ça que je le prends en avant-propos, c'est la question de l'information qui le concerne, c'est ce qui lui est reproché et un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça aussi c'est quand même assez légitime, parce que une interpellation ça peut être un fait, mais qu'est-ce qui vous est reproché? Je pense que c'est important aussi que les proches
le sachent. Et c'est ce qu'ils ont donc partagé hier en conférence de presse. Je pense que les autres médias étaient là et je m'en faisais donc un peu le porte-voix à travers l'avant-propos de ce matin. Football burkinabé, crise, réforme et perspectives. Voici le sujet retenu pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Lassina Sawadgo et Claude Rwamba. Monsieur les juges, déjà, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Ok, merci. Question de généralité, nous venons de rentrer de la CAN. En général, on attend un bilan. Au Burkina, c'est rare. Est-ce que cette année, on aura droit à un bilan? Quand on entend parler de bilan, vous parlez de quoi? Le bilan sportif, le bilan technique, le bilan tactique ou le bilan financier? À tous les niveaux, puisque c'est ce qui permet de préparer la prochaine CAN. Voilà, parce que je pense que quand on parle de bilan financier, quand on a regardé un peu la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations, le bilan financier peut-être que sera fait à deux niveaux, le bilan financier de la fédération, mais surtout le bilan financier du ministère des Sports, parce que il y a eu un comité d'organisation qui a été mis en place en conseil des ministres, et bien sûr donc qui a planté le décor de cette participation à la Coupe d'Afrique des Nations là. Donc je suppose qu'en conseil des ministres encore il y aura donc un compte rendu qui sera fait et puis l'opinion sera située sur le bilan financier et puis peut-être même d'autres aspects de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, pour ce qui concerne le bilan technique et tactique, on connaît déjà une partie du bilan parce que Hubert Velud a été remercié après l'élimination en huitième de finale. La fédération est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Après cela, peut-être que nous, en tant qu'observateurs, on peut ici spéculer sur ce qui n'a pas marché techniquement et tactiquement, puis peut-être aussi évoquer aussi les questions d'environnement qui ont entouré donc et la préparation et la prestation de nos étalons à cette Coupe d'Afrique des Nations, somme tout en passant, qui était très attendu. On disait qu'on jouait en Côte d'Ivoire, on jouait chez nous et il y avait cette attente grande là de la population du Burkina Faso, des observateurs qui espéraient, parce que on a cette façon de faire là, de dire qu'on a été deuxième, on a été troisième, on a été quatrième, donc ce qui nous reste à faire, c'est d'être champion d'Afrique. Et pourtant, on oublie que pour être champion d'Afrique, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut remplir. Et puis après cela, faire aussi appel à ce côté irrationnel-là qui vient s'ajouter pour permettre à une équipe de pouvoir battre les 23 autres pour se hisser à la plus haute marche du podium du continent africain, surtout en conseil concernant le football. D'accord. L'entraîneur Hubert Velud avait d'ailleurs promis que à cette CAN, nous allons voir ce qu'on n'avait pas encore vu. Le résultat également, on le connaît. Est-ce que on pouvait s'attendre à un résultat mieux que ce que nous avons eu d'ailleurs à cette CAN, compte tenu des réalités qu'on avait? Écoutez, moi, pour répondre à cette question, j'ai envie de faire un flashback. Vous savez que Hubert Velud l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation de guerre de communication. C'était une situation de guerre de communication. Moi, je me rappelle encore de cette conférence de presse qu'Hubert Velud a animée à Koudougou avant un match international où il avait dit, je me rappelle bien, et qu'il faut être réaliste parce qu'il y a des super favoris à cette Coupe d'Afrique des Nations et que le Burkina Faso, pour pouvoir aller très haut dans cette compétition-là, il va falloir miser sur d'autres aspects parce qu'on joue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est proche du Burkina. Beaucoup de joueurs des états du Burkina Faso ont un lien très proche avec la Côte d'Ivoire. Et donc, si on arrive bien en forme et avec ces aspects-là, on pourrait faire quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes lui sont tombées dessus. Il y a eu toutes sortes de commentaires sur les propos d'Hubert Velud. Et du coup, je pense que même à la Fédération burkinabé de football et autour d'Hubert Velud, on est obligé de lui demander de changer sa communication. Il a changé sa communication pour s'adapter un peu aux envies de l'opinion. C'est ce qui, à mon avis, a amené Hubert Velud à dire désormais: je ferai ce que vous n'avez jamais vu. Et du coup, on a compris, on a vu que l'opinion était en phase avec ce discours-là. On a voulu qu'on se chatouille pour rigoler. Hubert Velud nous a chatouillé pour qu'on rigole. Parce qu'il savait qu'avec cet effectif-là, avec tout ce qu'il y avait autour de cette équipe, c'était difficile de partir. Mais comme on voulait qu'ils nous disent qu'on va réaliser des exploits, il a dit, le ministre aussi a dit que quand il se réveillait, il voyait la coupe. Et on était tous dans cette phase-là. On a oublié qu'une Coupe d'Afrique des Nations, comme je l'ai dit au départ, c'est l'environnement, mais c'est d'abord la ressource humaine. La ressource humaine, ce sont les joueurs. On arrive à la Coupe d'Afrique des Nations avec quels joueurs? Dans quel état de forme? Et après, on regarde.
Bon, vous avez convoqué Lassina Saoudé et Claude Dromba. Vous savez, c'est vrai que c'est une coïncidence, mais Lassina Saoudé et Claude Dromba étaient ceux-là qui étaient en position commentateur pour la RTB à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on voyait le match sur le terrain et on voyait le match aussi sur les écrans pour commenter pour les spectateurs burkinabés. Et j'avoue que à certains moments, peut-être qu'on en parlera, à certains moments sur certains matchs, on se demandait si on voyait la même chose, parce qu'on était complètement hors de la plaque. Et ça, il faut le dire. Ok, merci. Le juge Favara, question de généralité. Bonjour Claude Dromba. Bonjour monsieur le juge. Donc, bonjour donc, cher juge. En tout cas, je suis convoqué et je suis là. D'accord. Okay. Question de généralité. On est dans les généralités. Justement, en matière de process, quelle lecture vous faites? On est revenu de la CAN. Tout à l'heure, Bernard Bouma parlait de bilan. On a la décision de ce que, pour ce qui est de l'entraîneur, du sélectionneur, il n'y aura pas un renouvellement de contrat. Mais jusqu'à présent, on n'a pas un bilan qui nous est fait clairement de notre CAN. Alors que c'est comme ça qu'on tire les leçons. Est-ce que c'est normal? Ou bien, parallélisme des formes, peut-être ailleurs ça ne se fait pas aussi, donc il n'y a pas besoin de crier à quoi que ce soit. Ou bien, ailleurs ça se fait, mais chez nous, on ne se sent pas astreint à cela. On va à une CAN où on a fait des promesses, on va à une CAN où on a partagé des espoirs, même quand on revient, et que ce n'est pas bon, ou même ce n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on avait au départ, je pense qu'il y a quand même un minimum de bilan qu'on peut se faire. Ou bien nous nous trompons. Vous vous attendiez aussi à cela? Moi, je ne sais pas, mais quand je regarde un peu les différentes équipes qui sont là à la CAN, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan doit être fait à plusieurs niveaux. Et on attend surtout le rapport qui sera fait en Conseil des ministres, parce que quand même, ça vient de là-bas, pour ce qui concerne le ministère des Sports. Et pour ce qui concerne la fédération, je suppose qu'il y a ce qu'on appelle les réunions hebdomadaires à la fédération, et qui va découler sans doute sur un bilan qui sera fait là-bas. Et puis après, j'espère aussi, parce que malheureusement au football, c'est le constat qu'on fait. Moi, nous sommes tous revenus de la CAN, peut-être à part la Côte d'Ivoire qui a gagné son trophée, qui connaît son bilan il est positif pour eux. Je ne vois pas, le Cameroun est en train aussi de travailler peut-être à changer de sélectionneur. Le Ghana, c'est pareil, beaucoup de pays, le Mali, je n'entends pas un pays s'asseoir pour dire que non, voici le bilan qu'on fait, voici les dépenses qui ont été exécutées. C'est vrai, c'est peut-être que c'est propre au football. Il faut que ça change, parce que c'est bon que lorsque on place autant d'espoir sur une équipe nationale qui part à une compétition, quand elle revient, il est bon qu'on s'asseye pour nous dire voici ce qui n'a pas marché, même si nous on sait aujourd'hui que techniquement et tactiquement ça n'a pas marché. Quand ça vient de l'autorité, ça donne quand même une certaine valeur, et ça montre aussi le respect que vous avez pour cette opinion-là qui s'est enthousiasmée, qui était tout excitée de voir son équipe à cette compétition-là, à cette grande messe du football africain. J'espère bien qu'en plus du bilan qui sera fait en Conseil des ministres, la Fédération burkinabé de football nous conviera à un bilan, quitte à ce que ce soit une sorte de conférence de presse entre journalistes et le comité exécutif, pour qu'on puisse quand même entendre certaines choses venant de la fêtière. Justement, la même question aussi à Claude Dromba. Dans la logique des choses, il faut un genre de bilan, savoir ce qu'on y a mis, parce que souvent aussi, ça aussi c'est la question qu'on ne veut jamais aborder. On dit bon, écoutez, on est allé, ça n'a pas marché, mais on ne dit jamais ce que le contribuable a consenti pour cela. Et puis évidemment, on prend souvent les décisions de débarquer certains, mais bon, on ne voit pas les motivations. Peut-être tout le monde se dit bon, ça n'a pas marché, donc c'est une déduction logique, mais quand même c'est un élément important. Oui, je pense qu'il faut absolument faire le bilan. Je pense que quand vous regardez, je pense qu'à la CAN 2012, quand le colonel Yakuba était ministre, avant de partir, c'était la première fois qu'on donnait clairement le budget avant la CAN. Et on avait dit un budget de 3 milliards pour la CAN en 2012, je me rappelle très bien. Après, il y a un bilan qui a été un fiasco, mais il y a un bilan qui a été fait. À la CAN 2013, on est reparti encore avec un budget de 3 milliards 200. On est arrivé en finale, il y a un bilan qui a été fait. À la CAN 2015, c'était également aussi un budget de 3 milliards et quelques. Donc 2017, on a parlé de 3 milliards 500.
avant de partir, le bilan a été fait et je me rappelle pour 2017, comme c'est encore plus récent, on avait dit que on avait dépensé, plus on arrivait en demi-finale, on avait dépensé autour de 2,6 milliards sur 3,5 milliards. Mais cette fois-ci, on n'a pas fait de... D'abord, avant de partir, on nous a rien dit. On n'a aucune idée. Voilà, maintenant, c'est hier qu'on a reçu donc, le ministre des Sports, le ministre en charge des Sports, qui a dit que le budget prévisionnel était de 5 milliards pour remporter la CAN. Et que voilà, ça devait se décaisser par palier comme d'habitude. Et que voilà, les primes des joueurs avaient été révalorisées. Mais ça, c'est des choses qu'on aurait dû savoir avant de partir. Après, on pourra donc tirer les bilans. Parce qu'on a compris qu'il y avait une autre situation qui s'est présentée là-bas parce que les joueurs ont réclamé des primes. Donc, si par exemple, on était déjà scotché là-dessus, tout le monde devrait savoir donc à quoi s'en tenir. Et s'il y a un problème de prime, on devrait savoir à qui la faute. Donc voilà, donc je pense que tout ça n'a pas été dit. Le ministre a dit qu'il a rencontré les joueurs. C'est vrai qu'il a eu à prendre des décisions de revaloriser et tout, mais c'est resté dans un cercle fermé. Ça n'a pas été une information qui a été partagée. Moi, je ne savais pas que c'était 5 milliards qu'on avait débloqués, qu'on avait donc voulu faire pour jusqu'à la finale de la CAN. Ensuite, il y a eu des dons. Voilà, il y a eu des dons aussi qui sont venus. Donc ça laisse quand même des zones d'ombre. On a vu certaines institutions bancaires qui ont donné qui 50 millions, qui 100 millions, et tout ça n'a pas été fait. On n'a pas compris le bilan. Voilà, après on se retrouve dans une situation de cacophonie. Sur place là-bas, on dit non, on a dit aux supporters que d'autres vont venir. Les gens étaient déjà au courant de toutes les informations, alors que je me rappelle très bien à la CAN 2013 quand on partait du côté de l'Afrique du Sud, le ministère avait réuni tout le monde publiquement et avait donné les conditions publiquement aussi. Voilà, et le nombre de supporters qui devaient partir, les conditions qui étaient là, et même le taux d'échange avait été donné comme information, même la température qui devait faire là-bas. Voilà, et après on est venu nous faire le bilan. Mais depuis quelque temps, 2011, je ne pense pas qu'on ait fait de bilan. Je ne sais pas si on a fait le bilan en 2011, non. C'est vrai, 2011, on n'a pas fait le bilan. 2021, on n'a pas fait le bilan. Cette année encore, je ne vois pas de bilan. J'espère qu'on nous fera au moins un bilan chiffré pour nous dire un peu, parce que ça y va de la redevabilité. Je pense qu'on a perdu ça. Il faut revenir à ça. Je pense que ce qui est fait de bien, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas dire que, voilà, comme la Sénat l'a dit, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que bon, c'est perte et profit, ou en tout cas, on ne dit plus rien. On est parti à la CAN, ça n'a pas marché, et puis c'est tout. La fédération a fait son bilan. C'est vrai, ils ont fait le bilan au comité exécutif, mais voilà, ils ont aussi eu mandat du peuple. Donc ils doivent quand même dire au peuple voilà ce qui s'est passé, soit le ministère, soit la fédération, ou ils le font ensemble. Donc je pense que là il faut faire le bilan. D'accord, dernière relance avant qu'on ne parte dans le fond. Bon, on est déjà dans le fond, pratiquement. Moi je prends Claude Omba au mot. On a tous entendu la question des primes. Vous y étiez. Je sais que quand on est en pleine CAN, même les journalistes se font quand même le patriotisme de ne pas ajouter de l'huile au feu. Et donc, on se tait tous sur les petits problèmes qu'il y a. Je pense que tout est fini maintenant. On est revenu de la CAN. S'il faut crever l'abcès, je pense que c'est maintenant. À un moment donné, la question des primes, c'était quoi? Bon, il faut dire qu'on a eu vent. Il faut dire que les joueurs étaient dans une sorte de bulle. Et comme les journalistes avaient été conditionnés, ça avait tellement tiré avant la CAN, donc ça fait que les journalistes sont restés à carreau. Ça, pour une fois, moi, les journalistes n'ont pas eu accès donc comment dirais-je, au camp de base des étalons. Ou en tout cas, on n'a même pas voulu y être. Moi, personnellement, je suis allé qu'une seule fois à l'entraînement et je ne suis plus allé parce qu'il ne faut pas aussi qu'on dise après que, bon, voilà, c'est les mêmes et tout. La Sénat Savadogo était là. Quand il vient, il fait juste ce qu'il a à faire et puis basta, il laisse l'équipe dans sa bulle pour ne pas après qu'on dise qu'on a empoisonné ou on a pollué l'environnement. Après, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, des activistes ont droit jusqu'à la chambre des joueurs. Mais les journalistes ont préféré rester à carreau. Après, on apprend cette question des primes. Je pense que pour la majorité des journalistes, la plupart étaient au courant de la situation. Donc, comme c'est la veille du match contre le Mali, personne ne voulait en parler pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs qui ont fait une victoire, un match nul et une défaite, d'abord, je pense que les primes n'ont pas voulu prendre les primes au fur et à mesure des matchs. Et donc, ils ont réclamé des primes groupées à la fin du premier tour. Et comme à la CAN 2021, donc, parce qu'on avait dépassé le premier tour, je pense que c'est le ministère d'alors qui avait donc payé des primes de victoire pour les 3 matchs.
Voilà. Or, ça, ils ont fait une victoire, un nul et une défaite. Donc, les joueurs aussi voulaient qu'on les remette dans cette même situation que 2021 en leur donnant des primes de victoire. Voilà. Et donc, ils n'ont pas senti la fédération donc, à leur côté. Donc, ils ont négocié sans que la fédération, pour eux, sans que la fédération ne se mêle ou en tout cas que la fédération ne soit favorable à leur façon de faire. Et après, il y a eu le cas de Guira qui est blessé. Et pour eux, la fédération n'a pas mis les bouchées doubles pour leurs joueurs et surtout le président de la fédération qui n'est pas venu voir donc Guira et tout ça. Donc ils avaient un certain nombre de griefs contre le président de la fédération. Donc voilà pourquoi à un moment donné, la question des primes est venue et ils ont demandé qu'eux ne devraient pas recevoir le président de la fédération. Donc c'était un peu cette situation. Mais les gens ont tué cette situation, parce que c'était la veille du match, les gens ont tué cette situation. Ils ont même refusé de recevoir le président de la Fédé. Oui, ils ont même refusé de recevoir le président de la fédération. C'était au cours d'un dîner, donc ils devaient les recevoir, le président était là, et les joueurs sont rentrés dans la chambre et tout ça, ils n'ont pas voulu le recevoir parce que toutes ces questions de primes et des questions de choses, pour des questions donc d'émotion et tout, ils n'ont pas voulu recevoir le président de la fédération. Déjà, on sentait qu'il y avait déjà un quoi quelque part. Mais tout le monde a tué cette question pour ne pas aussi qu'on dise que voilà. Et hier, le ministre disait que lui, il aurait appris que dans les discussions des primes, certains journalistes étaient mêlés parce que les journalistes ont demandé aux joueurs donc de tirer sur la corde parce que là, ils allaient avoir un peu plus de primes. Bon, mais il a dit que c'était au stade des rumeurs, donc lui, il n'a pas voulu lui aussi mettre de l'huile sur le feu. Mais donc, vous voyez voir comme ça va un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, les journalistes sont les boucs émissaires un peu partout des choses. Mais bon, c'est une situation qu'on a vécue. Mais bon, je pense que, à mon avis, les journalistes ont joué leur rôle, même s'ils auraient pu dénoncer, mais on a préféré garder le calme. Vous n'avez pas vu cette information? Oui, c'est après que c'est sorti, en fait. Voilà. Alors, on parle à cette audience du football burkinabé, crise, réforme et perspective. On se souvient des conditions dans lesquelles on est allé à cette CAN. Un mois avant, le championnat au plan national n'existait pas pour des questions de crise. On apprend encore que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 menacent à nouveau de boycotter les activités de la fédération. Qu'est-ce qui se passe encore là, Sina Sawadgo? Qu'est-ce qui se passe encore? Je pense que c'est les vieux démons qui renaissent. Avant de partir à cette CAN, il y a eu ce blocage-là dû à cette question de 25%. Vous savez qu'on sait l'histoire de 25%. Les 25% qui sont donc ponctionnés sur la bourse de 2 millions accordés au club de première division et les 1 million accordés donc au club de deuxième division pour les championnats des petites catégories. Il s'est trouvé que la saison dernière, ce championnat n'a pas été organisé. Donc pour les clubs, le championnat n'ayant pas été organisé, cet argent-là donc doit pouvoir leur revenir pour pouvoir subvenir à prendre soin de leurs différentes dépenses au niveau donc du fonctionnement de leur club. C'est ce qu'ils ont mis sur la table et ces questions avaient été évoquées avec le président de la fédération. Je vous fais juste la genèse. Il y a été avec le président de la fédération qui a en concertation avec le ministère, je pense qu'il avait décidé de remettre cet argent-là au ministère, quitte à ce que le ministère décide de la suite à donner. Il y a eu un branle-bas. Les clubs ont demandé la tête du président de la fédération parce qu'ils estiment que c'est leur interlocuteur direct. Et pourquoi est-ce que l'argent, au lieu de devenir un club, est réparti au niveau du ministère? Il y a eu un ping-pong à ce niveau-là jusqu'à ce que le ministère aussi puisse prendre la parole. Il y a eu de la médiation jusqu'à ce que le commandant son bien de l'agriculture puisse permettre à ces acteurs de pouvoir s'entendre et de relancer le championnat. C'était pratiquement en pleine Coupe d'Afrique des Nations. On pensait que cette affaire était réglée. Et nous, à notre grande surprise, à retour de la CAN, il y a quelques jours encore, on revoit une autre lettre des clubs. Bien sûr, dans laquelle lettre on apprend qu'il y a eu un échange avec le président de la fédération. Cette fois, ce n'est pas la tête du président de la fédération qu'on réclame, mais ce sont les 140 millions. Et je pense que Claude le disait tout à l'heure, il y a eu une émission hier sur RMO où le ministre était reçu, et à laquelle émission le ministre a dit que cet argent est à la fédération, et bien libre au club et à la fédération de s'entendre pour que cet argent soit donné. Moi, je pense que pour 140 millions, je l'ai dit, mais on ne peut pas se trimballer comme ça pour 140 millions. 140 millions pour les clubs de première et deuxième division. Mais c'est pratiquement une trentaine, quarantaine de clubs pouvant se partager 140 millions. Et pour 140 millions, je ne sais pas ça fait combien d'euros, mais on doit se déchirer. On doit mettre à mal ce championnat de cette année qui pratiquement n'aura pas de valeur technique et tactique à cause de ces coupures-là.
Et jusqu'à présent, on ne sait pas sur quel pied on doit danser pour 140. Moi, j'ai honte, franchement. J'ai honte qu'on ne puisse pas s'entendre pour une question de 140 millions. Si les 140 millions sont à la fédération, mais que la fédération s'assied avec les clubs et décide de donner cet argent. Si ces 140 millions sont au ministère, que le ministère décide en fonction de ses tests de voir qu'est-ce qui sera fait. C'est de l'argent du contribuable. Décider donc de remettre au club, parce que les clubs aussi permettent à notre jeunesse là de pouvoir s'occuper et après de pouvoir aussi avoir une vie assez intéressante, parce qu'on joue au foot, on est en première division, après on se retrouve en Europe et puis on revient ici, on est pratiquement quelqu'un d'un autre niveau. Mais quand on doit se déchirer pour des questions de 140 millions, on apprend que c'est au ministère, on apprend que c'est à la fédération et on ne sait pas quoi faire. Franchement, c'est vrai que quand j'ai appris la convocation et qu'il y avait ce sujet de 140 millions, j'ai encore eu honte parce que vous savez, on revient de la CAN. Et ce problème a été évoqué avec des confrères à la CAN. Et quand on vous apprend que vous discutez pour 140 millions et pour 140 millions, vous bloquez votre championnat, mais c'est à ne rien comprendre. Et moi, j'avoue que là, je suis écœuré qu'on n'ait pas encore trouvé de solution pour cette histoire de 140 millions. On n'a pas de championnat de petite catégorie, on n'a pas d'argent et on se déchire. Allez-y comprendre. Moi, je pense que le problème il est plus profond que ça. Voilà, c'est vrai que les 140 millions ressemblent à la partie visible de l'iceberg. Mais non, mais en réalité, c'est toute une procédure qui est derrière. D'abord, les clubs se plaignent parce qu'il n'y a pas eu de championnat. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de compétition de petite catégorie. Parce que s'il n'y a pas de compétition, vous tuez votre élève. Donc, il y a d'abord la question de la compétition. Ensuite, il y a la question de l'argent. Parce que les 140 millions dont parle la Sénat Savadogo, c'est sur l'année dernière. C'est sur le restant. C'est sur la subvention de l'année dernière. C'est-à-dire que de la saison dernière, la subvention de cette saison n'est pas encore donnée. Or, pour débloquer la subvention de cette saison, il fallait justifier les 140 millions. Donc ça va plus loin que les 140 millions. Ça veut dire que jusqu'à présent, les clubs n'ont pas encore reçu leur subvention de cette saison. Parce que, évidemment, la question des 140 millions qui devaient être justifiés par la fédération n'a pas été justifiée. Donc, du coup, tout le mécanisme est bloqué. Donc, vous parlez des 25%. Ça veut dire que c'est les 25% de la saison dernière, plus les 100% de cette saison qu'ils réclament maintenant, parce qu'ils ne veulent plus qu'on ponctionne les 25%. Donc, la situation va plus loin que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Mais le ministre a levé un coin de voile hier, donc pendant l'émission sur la radio métropolitaine de Ouagadougou, en disant que non. Pour lui, on lui a même posé la question clairement. Où est l'argent? Il a dit que l'argent a été versé au niveau donc de la Fédération burkinabé de football. Donc lui, il n'a pas à s'ingérer là-bas et que lui, il a été clair. Et qu'il appartient aujourd'hui à la fédération de clarifier sa position sur cette question et qu'eux ne sont mêlés ni de loin ni de près et que chacun n'a qu'à assumer donc ses responsabilités et que bon, lui pense que si la fédération clarifie ses positions, ben, aujourd'hui le sujet est vidé. Juge Benabou. Oui, mais sur la question du championnat des petites catégories, on dit d'ailleurs que ces petites catégories n'existent pas. Comment est-ce qu'on organise un championnat pour une catégorie qui n'existe pas, que les clubs n'en ont même pas? Non, ça existe. Et que c'est un faux débat parce que bon, il n'y a même pas de petite catégorie, donc il n'y a pas de compétition organisée. Non, ça existe. Maintenant, la vraie question qu'il faut poser, c'est est-ce que tous les clubs, effectivement, ont ces petites catégories? Parce que le championnat existe. Le championnat, il se joue. Peut-être que la formule, les clubs demandent à ce qu'on revoie la formule, mais je ne peux pas assurer que tous les clubs ont des petites catégories, mais je sais que certains clubs en ont et que le championnat se déroule avec ces petites catégories-là. Voilà, parce qu'il y a quand même un championnat qui est joué. Maintenant, la vraie question qui va se poser, quand on donnait la subvention aussi est claire. C'est pour les clubs de première et deuxième division qui doivent avoir, ces clubs-là, des petites catégories en leur sein. Voilà, parce que le championnat n'est pas joué. Pas parce que vous êtes en première division que vos petites catégories, si vos catégories, comme on dit, n'est plus des petites catégories, les catégories jeunes, que vos catégories jeunes là sont aussi en première division. Non. C'est un autre championnat qui se joue. Voilà, avec peut-être d'autres clubs et tout. Maintenant, comme il y a un cahier de charge, peut-être qu'il va falloir suivre pour que, effectivement, que ce soit l'AS Douane, que ce soit l'EFO ou que ce soit l'ASFA qui bénéficie donc de cette subvention-là, que l'EFO ou l'ASFA ait au moins catégorie cadette et catégorie. Mais il faut dire, hein, ces équipes en ont déjà. Hein, donc, mais ce n'est pas sur toutes les équipes en ont. Voilà. En fait, je voudrais réagir sur ce plan-là. Parce que les championnats des petits carrés qui se sont joués avant,
il s'est trouvé que, comme Bernard l'a dit, qu'il y avait des équipes de première division qui n'étaient pas alignées parce qu'elles n'avaient pas de petite catégorie. Il y avait d'autres clubs de la ville de Ouaga, des Bobo, des Ouagué et autres, qui ont joué ces championnats-là avec des petites catégories, avec des catégories jeunes, et pendant que les clubs de première et deuxième division n'avaient pas de catégories jeunes. C'est peut-être que certains clubs, bien sûr. C'est cette nuance-là qu'il faut faire dans cette histoire de catégories jeunes. C'est vrai, logiquement, dans le cahier des charges, quand on s'appelle EFO, on doit avoir une équipe senior, une équipe junior, une équipe cadette. Quand on s'appelle la Majestic, au moins une équipe. On doit pouvoir avoir ça. Mais il se trouve que, par exemple, il y a Kyogo de Tampui, c'est une équipe jeune qui n'est pas en première division ni en deuxième division. Mais tu prends part à ces championnats de petites catégories là, parce que voilà, c'est cette tribune là qui leur est offerte. C'est un peu, moi c'est vrai, ça c'est le cahier des charges. Mais je pense que quand on est responsable de club ou de fédération, dans une certaine situation, on doit être capable de s'asseoir en fonction de nos réalités pour voir la bonne ligne de conduite à tenir pour sortir de cet imbroglio là. Si l'argent est à la fédération et que c'est la condition pour que bien sûr l'autre somme soit débloquée, mais qu'on ne reste pas là à se donner un spectacle à l'opinion nationale et internationale pour une question de 140 millions pour d'abord débloquer l'argent de la saison dernière et pour pouvoir aller sur les subventions de cette année. On doit pouvoir s'asseoir. C'est pourquoi pour ceux qui sont loin de cette affaire-là, c'est incompréhensible et c'est honteux de voir que des grandes personnes, des gens qui ont géré des entreprises ou qui gèrent même des entreprises, ne puissent pas s'asseoir pour discuter avec l'argent du contribuable. Qu'on demande de vous partager, que vous n'avez même pas vous partager. Je pense que la part de responsabilité se situe à quel niveau exactement? Peut-être que la CINA n'a pas. Non, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça aujourd'hui le problème. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Parce que je termine. Voilà pourquoi il y a eu ce problème. Vous croyez que le problème est venu d'où? À l'Assemblée générale, quand la fédération a fait son bilan, normalement on devait retrouver les 140 millions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on a ponctionné les 140 millions qui n'ont pas été touchés par le championnat de catégorie jeune n'a pas eu lieu. Donc normalement cet argent devait ressortir dans les comptes de la fédération. C'est ça. Or, dans le compte de la fédération, je crois qu'ils étaient à ces 50 millions qui est resté, ou c'est au moins ces 50 millions qui est resté. Donc, ça veut dire que les 140 millions ne sont pas dans le compte de la fédération. Et je pense que c'est là aussi où les gens n'ont pas adopté donc, le bilan financier de la fédération. Parce qu'ils ont dit que, normalement, dans le bilan financier, on devait trouver 140 millions plus 50 millions. Parce que si vous n'avez pas touché les 140 millions, puisque on a déjà prélevé, si vous n'avez pas touché les 140 millions, on devait revoir, on devait faire sortir ça dans les chiffres, puisque ça n'a pas été touché, puisqu'on n'a pas fait la compétition. Donc c'est un peu ça. Or, la fédération dit qu'elle n'a pas l'argent. Donc comment on fait? Et après, à un moment donné, les clubs se sont retrouvés que la fédération a reversé l'argent, une partie de l'argent, ou en tout cas l'argent, c'était pas les 140 millions, mais l'argent donc, au niveau donc, du fonds. D'où ils ont demandé le départ parce qu'ils ont estimé que si cet argent était là, il fallait donc rétrocéder ça au club et non au ministère. Parce que la fédération dit qu'elle n'a pas l'argent. Où elle a eu cet argent d'abord? Ensuite, maintenant on dit de donner cet argent. Aujourd'hui, le ministère dit que l'argent est à la fédération. Justement. Maintenant, on attend que la fédération clarifie. C'est là qu'on ne comprend pas. Je voudrais m'en tenir au fait. On a tous vu que la fédération, à un moment donné, a dit, et même le ministère a confirmé, que la fédération a remis l'argent au ministère via le fonds. On a même parlé du trésor et tout ça. L'argent qui était destiné aux 25% des petites catégories. Et si aujourd'hui, au travers d'une émission, le ministère dit que l'argent est à la fédération, qu'on nous dise que le chèque qui a été remis par la fédération au ministère là, est réparti à la fédération et que maintenant l'argent est là, donnons ça au club, mais asseyons-nous pour voir ce qui doit être fait de cet argent. Moi, c'est sur ce plan-là que je veux qu'on arrête ce jeu de poker menteur-là qui nous met dans une situation très inconfortable vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis même des acteurs du football. Réaction juge bas. Mais moi, quand je regarde ce problème-là, ça me fait un peu sourire parce que je me demande c'est quoi nos ambitions. Parce qu'on vient de la CAN, on se surprend de n'avoir pas pu aller aussi loin qu'on voulait. Mais quand la relève même, aujourd'hui, j'ai l'impression que le débat n'est même pas de savoir
comment on fait pour organiser la relève, parce que les 25% qui étaient ponctionnés, c'était bien pour pouvoir organiser cette relève, pour que ces jeunes-là puissent compétir et qu'on puisse avoir un vivier. Mais là, c'est non, rétrocédez-moi l'argent, on ne demande même pas de compte à la fédération parce que ce n'est pas seulement cette année qu'elle n'a pas pu organiser le championnat des petites catégories. Ce n'est pas seulement cette année. Les clubs aussi, ils ont regardé faire, sachant qu'eux-mêmes aussi, ils n'étaient pas tous forcément en bonne posture. Parce que vous dites, ok, pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas, alors que vous-même, pour la plupart, n'ont pas de petites catégories en leur sein. Alors qu'on sait que quand vous voulez compétir au niveau africain, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut avoir. Bon. Il faut nuancer. Non, je ne pense pas que... Bon, ben voilà, parce qu'il faut dire qu'il y a des clubs aussi qui ont oui, déjà... Maintenant, là, aujourd'hui peut-être que si on fait... Parce que la convention est claire. Ça veut dire qu'on ne te demande pas d'avoir toutes les catégories. Voilà. Si vous avez soit une catégorie cadette, c'est-à-dire les U17 ou une catégorie U20, c'est suffisant. Okay. Voilà. Donc ça veut dire que ces catégories-là existent bien dans les clubs. La preuve, quand vous regardez l'âge des joueurs qui y jouent, qui sont dans les clubs là, c'est quand même assez. Donc je ne dirais pas que les clubs n'en ont pas. Parce que je n'ai pas fait le diagnostic total de tous les clubs, mais je sais que certains, en tout cas, en ont. La plupart. Mais au fond, mon propos, c'est quoi? C'est qu'au fond, on a l'impression que dans le débat, là, la vocation première, c'est dit que pouvoir travailler à avoir une élève, là, ce n'est même pas la préoccupation aujourd'hui. Quand on regarde, ce n'est pas exigé qu'il y ait cette compétition-là pour ces catégories. Le débat, il est déjà passé pour ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Non, je me demande, après, nous, on cherche quoi dans notre football? C'est quoi les objectifs qu'on veut avoir? C'est quoi les ambitions qu'on a? Et puis, on va parler aussi de la question des infrastructures. C'est dit que quand on regarde notre football, on dirait qu'il est malade. Non, c'est pas on dirait, il est malade. Bon, j'ai dit on dirait pour être un peu courtois. Sinon, quand on regarde notre football, il est malade. Moi, j'ai vu les photos qui ont fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux récemment de notre gardien, quand même, quoi qu'on dise, sur l'étalon, en pleine terre rouge. C'est tout ça aussi notre football. Ça dit que c'est peut-être la caricature. Moi, je pense ça ne dit pas tout ce qu'on est, parce qu'il y a du bon, mais c'est la caricature un peu de notre football. Je pense qu'aux ambitions, on arrive les moyens et puis une vision. Mais quand on regarde le débat d'aujourd'hui, je me pose la question, c'est quoi la vision? Non, mais c'est ce que c'est quoi la vision? Je dis, on a perdu un peu de quelque chose. Ça aussi, il faut le dire. C'est vrai que au niveau des infrastructures, il y a eu des manquements, parce que les infrastructures, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Sinon, ça a été... Avant, on jouait à Manga. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer à Manga. Je me rappelle quand on était à la Ligue, on avait pris une décision courageuse, sans même... on a forcé pratiquement la main, en disant que la Coupe du Faso, à partir d'un certain moment, on ne joue plus sur les terrains, comment dirais-je, sur les terrains qui n'ont pas de gazon. Et à un moment donné, on s'est heurté également aussi. On a voulu prendre une décision courageuse, on avait voulu forcer la main pour dire que les matchs du championnat se jouent que sur des terrains gazonnés, quitte à les localités qui n'avaient pas donc de terrain, donc de localiser les matchs. Mais ça a été chaud, bouillant. Les gens sont venus dire non, vous êtes contre nous, vous ne voulez pas que le championnat doit se jouer, tout. Après, il y a des questions électoralistes aussi qui rentrent. Voilà. Et donc, quand tout ça se met ensemble, le président ne va pas vouloir que, je ne vais pas perdre, par exemple, l'électorat de Koudougou, parce que si je dis que tous les championnats nationaux de première division se jouent sur terrain gazonné, ça veut dire que Koudougou ne recevra plus, donc à domicile. Et donc c'est difficile avec les dirigeants du Koudougou et tout ça. Donc aussi il faut avoir le courage de prendre ce genre de décisions, mais également aussi il faut aussi avoir le courage de dire qu'on n'a même pas d'infrastructure. Aujourd'hui, même si vous prenez cette décision de jouer sur des championnats nationaux, sur des gazons, il y a combien de stades pour la première et deuxième division? On n'a pas assez de stades. Les stades qui étaient là, les stades du 11 décembre, lui les témoins, les stades du 11 décembre, aucun stade aujourd'hui, je ne dis pas aucun stade, mais la majorité donc, de ces stades-là ne sont plus fonctionnels. Donc c'est un peu difficile aussi. Donc je pense qu'on a vraiment un problème d'infrastructure. Peut-être on ne peut pas le résoudre tout de suite. Ça aussi. Oui, mais effectivement on peut le résoudre par palier. Tout à fait. On commence par quoi comme solution au fur et à mesure? Parce qu'effectivement, en un temps record, avoir autant de stades réparés, parce qu'il y en a qui nécessitent effectivement des retouches. En attendant, il faut commencer par quoi?
faut régler quel problème d'abord? Moi je suis la question des infrastructures. Moi, j'avoue que je suis bien placé parce que depuis plusieurs années, je m'intéresse à ce sujet-là. Il y a les infrastructures construites dans le cadre du 11 décembre par l'État. Il y a les infrastructures construites avec l'aide de la FIFA à travers ses différents programmes. Les infrastructures construites avec l'aide de la FIFA, à savoir le stade municipal, Issoufou Joseph Konombo, le stade Wobi de Bobo Dioulasso, le stade des Zignaré grâce au partenariat avec le Maroc, sont de très bonne qualité, en ce qui concerne la pelouse. Lorsque la FIFA, à travers la fédération, a injecté de l'argent pour reprendre l'éclairage du stade municipal, lorsque la fédération est obligée de confier le marché à quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez l'éclairage du stade municipal, c'est un vrai fiasco. Ça, c'est de la responsabilité des autorités fédérales de l'époque. Ça a été pareil aussi pour l'éclairage du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Depuis 1997, je crois, 2017. Les pylônes sont là à Bobo Dioulasso. Quand vous allez, vous voyez les pylônes. Mais zéro éclairage. On a mis près de 200 millions et plus. Mais vous faites cette comparaison avec une fédération comme la Fédération mauritanienne de football. Avec son président, un jeune Ahmed Yahya. Ça a eu le même programme de la FIFA. Et qui a su investir intelligemment dans les infrastructures en Mauritanie. Moi, j'étais une fois en mission en Mauritanie. En ce temps, c'était le ministre Azupu qui était ministre des Sports. Et je me rappelle, j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, regardez le stade Cheikh Badia. C'est un stade qui est dans l'enceinte de la fédération. Il a été construit par la fédération. Regardez la qualité du stade. C'est de ça que nous avons besoin à Ouagadougou, Burkina Faso. Il est là, il est témoin, je parle, j'espère qu'il nous suit. Mais regardez ici, on arrive. Je n'ai pas d'avoir de la fédération. On doit mettre de la rigueur. Où on estime que ce sont des passionnés qui viennent et qui ont envie de laisser leur marque avant de partir. Regardez la qualité des infrastructures. L'éclairage du cerveau, moi jusqu'à ce temps, j'ai mal qu'on ne puisse pas même indexer quelqu'un pour dire voici le responsable. L'éclairage du stade municipal, pareil. Et après ça, on passe aux infrastructures du 11 décembre. Il est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu qu'une telle personne a construit les infrastructures du stade du 11 décembre a été inquiétée. Zéro à la base. On a construit des choses. Zéro. Et quand je fais tout le comparatif, tu prends des privés, comme Salitas, comme Raimo, comme Majestic, mais qui ont construit des infrastructures sportives de qualité, qui ont plus de 10 ans, 15 ans de vie. Ça se passe bien. Il a dit, Manga, on a construit Manga en quelques années, c'est foutu. Et Dédougou, le synthétique est parti avec le vent. Gawa, c'est pareil. Et Kaya, c'est pareil. Mais on est assis, on dit rien. Et aujourd'hui, là, la grosse chose qui vient nous frapper sur la face, c'est le stade du 4 août. Depuis combien d'années maintenant, on continue de se tirer sur le stade du 4 août. On dépense des milliards aujourd'hui, plus de milliards, pour jouer au Maroc. Pour jouer toutes nos compétitions, que ce soit les cadets, les juniors, les dames, les seniors, on est obligé de se déplacer. Justement, on en parle souvent. Ça coûte combien un match à l'extérieur quand on prend le cas marocain? On ne vous dira pas, mais sachez que ce n'est pas moins de 200 millions. Parce qu'il faut payer les billets, il faut louer le stade. Et avec toute la logistique qui va avec, il faut les héberger, pour jouer des matchs. Et vous avez un manque à gagner parce que vous n'avez pas la billetterie. Imaginez-vous un stade qui se joue au stade de 4 août devant 20 000 spectateurs qui payent 5 000 francs ou 3 000 francs. Regardez ce que ça fait. Et vous avez la chance de jouer chez vous, d'avoir le public et d'avoir ce petit quelque chose-là, ce supplément d'âme-là qui s'ajoute pour un match de football. Et ce n'est pas fait. Ça fait combien de ministres qui sont passés sur cette affaire du stade du 4 août? Et jusqu'à présent, on n'a même pas de visibilité ni de lisibilité. Il a reçu le ministre. Est-ce que ça passe d'être réglé? Le ministre a parlé jusqu'en août prochain. On parlait de ne pas d'être réglé. Il est là. On nous a fait savoir que les catégories jeunes et les dames joueront au Burkina Faso dans 8 mois. Et ce sera au stade régional des Zignaré. Dans 8 mois. On ne nous parle même pas des seniors qui doivent jouer au stade du 4 août. Et on nous dit, dans le deadline qui a été donné par le ministère, ils ont parlé de doute, non, de quoi? Mais quand on reçoit un responsable qui vous parle de 8 mois à Zignaré, ça veut dire que cette affaire du stade du 4 août là n'est pas prête d'être réglée. Parce que je l'ai dit, même la pelouse, qui a 40 ans de vie, on continue de discuter sur le fait de refaire la pelouse ou pas. Nous en sommes encore à ce stade-là.
Alors que nous avons une structure qui s'appelle le Fonds aujourd'hui, quand même, qui est le bras financier du sport burkinabé. Là, qu'on doit pouvoir s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Au moins pour ça. Si on parle d'endogénéité dans tous nos propos là, la souveraineté, ça commence par là, je pense. Ça commence par pouvoir se dire, oui, prenons le taureau par les cornes et puis offrons-nous, sortons de cette image qu'on donne à la face du monde là, et qui ne fait pas honneur, parce que ça fait partie de notre jeunesse. Le sport, on a vu ce que le foot apporte, ne serait-ce qu'en termes de fierté, on a vu à la CAN. On a vu à la CAN, c'est cette histoire de tenue traditionnelle, cette histoire de supporters. C'est des enjeux énormes. Et nous, je pense qu'on balbutie avec cette affaire. En tout cas, on aurait vu à la CAN que même pour Koudabi, c'était compliqué. Bon, bref, il y a la question des infrastructures. Le diagnostic, il est bien fait, les difficultés sont là. Mais aussi la question des hommes qui dirigent. Il faut quel profil d'ailleurs pour notre fédération? Parce que ça également, c'est très important. Parce qu'au-delà des infrastructures, il faut des hommes. Vous avez pris le cas mauritanien. Tout le monde sous-estimait la Mauritanie. Oui. Quand on parle de football mauritanien, en fait, c'est à la limite, quoi. On a vu lors de cette CAN. Vous avez parlé d'un jeune président. Ce n'est pas que de cette CAN. Oui. Parce qu'il y a un club mauritanien qui est engagé en campagne africaine. Oui, c'est un club, le Nouadhibou. Et ça montre un peu le progrès du football mauritanien. Exactement. Nous, on n'en a pas. Actuellement, on n'a pas de club engagé. Et même quand on est le club engagé, il faut aller jouer encore à l'extérieur. C'est tout ça le problème. Mais le stade Chak-Bouadja, je vous assure, Gilles Bougouma, c'est un stade modeste, mais fait quand même avec un peu d'intelligence, de sorte que ça puisse accueillir les matchs. La Mauritanie accueille ces matchs à domicile. Je n'ai rien contre, je ne sais pas pour minimiser ce pays-là, mais quand même, nous, Burkina, on est 11e africain. On n'est pas capable, pendant plus de 10 ans maintenant, on se cherche comme c'est pas possible. Si on peut s'asseoir, faire le bilan de tout ce qu'on a pu injecter comme argent pour jouer nos éliminatoires mondiales, CAN et les petites catégories à l'extérieur, on fait la sommation, mais je ne sais pas, mais ça vaut beaucoup d'argent. Le ministre a dit par exemple qu'il allait faire que pour le stade du 4 août, lui, sa vision, il est engagé non seulement dans la normalisation, mais également aussi dans la rénovation. Donc du coup... Qu'est-ce que ça sous-entend? Normalisation, rénovation? Normalisation, c'est se mettre... Voilà, c'est de suivre les instructions de la CAF pour que le stade soit homologué. Maintenant, la rénovation, il y a d'autres structures, par exemple la voirie, accès au stade et tout ça. Bon, c'est d'autres situations, les canalisations, il y a d'autres situations qu'il faut. Donc 6 mois, c'est foutu. Voilà. Non, mais il a dit qu'il s'engageait dans les deux voies. Non, si c'est normalisé, on peut déjà jouer et puis bon, les deux aspects peuvent se compléter. Et maintenant, il a dit que ça fait je crois que le stade, c'est quoi? C'est 18 milliards pour la normalisation. Donc il dit ça peut tenir dans le budget initial qui avait été dit. Maintenant pour la rénovation, il va falloir chercher d'autres budgets ailleurs. Je voudrais juste vous dire que le stade du 4 août a la même architecture que le stade de la Paix de Bouaké, a la même architecture que le stade Félix Houphouët-Boigny au départ. Ces deux salles ont été rénovées pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui ont vu les stades sur place à Bouaké et à Abidjan ou à la télévision, ça va quoi ressemble aujourd'hui le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de la Paix de Bouaké. C'est vrai, ils ont mis, je pense, autour de 40 milliards. Autour de 40 milliards pour donner à cette infrastructure-là, cette dimension internationale-là. Et nous, on a déjà mis 18 milliards et on n'a aucune lisibilité. On ne voit rien. Achevez votre question. Oui, je reviens sur la question des hommes. Ici, lors d'une émission, la Sina Savaroua a fait le point de comment est-ce que le Maroc, en une décennie, a révolutionné son football à travers les infrastructures et les hommes qu'il fallait à la place qu'il faut. La Mauritanie également, c'est pareil. Mais nous, c'est quel profil d'ailleurs nous voulons pour notre football? Je dis c'est très important parce que ce n'est pas la question des infrastructures d'abord. Il y a aussi la qualité des hommes qui vont animer cette situation, qui font qu'on peut partir des petits moyens et réaliser de grandes choses. Mais ça demande également de savoir mettre qu'il faut. Oui, c'est quel profil nous voulons d'ailleurs pour notre football aujourd'hui? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais si on met des personnes qui pensent d'abord à elles, et c'est difficile. Aujourd'hui, on peut prendre les différentes présidents passées. Quels sont ceux qui ont laissé des empreintes indélébiles de façon structurelle, qui nous ont construit des plans de développement de notre football sur peut-être 5-10 ans qu'on peut voir aujourd'hui. Si vous prenez à tous les échelons, il y a problème.
On est venu plus sur des questions de personnes, des bagarres de personnes, le ministère de son côté, les fédérations de leur côté, et on continue. Mais il y a de l'argent qui vient, par exemple, de la FIFA, de la CAF. Il y a de l'argent qui vient du ministère. On devait pouvoir ensemble voir quels sont les plans qu'il faut mettre en place pour développer. Moi, je dis aujourd'hui, on parle encore des infrastructures, même pour s'entraîner à Ouagadougou, les étalons n'ont pas un lieu où s'entraîner. Le Comète, depuis 1998, n'a pas été rénové et ce n'est pas normal. La pelouse du Comète n'a pas été rénovée. Et jusqu'à présent, même quand on devait jouer la dernière fois, avant d'aller au Cap-Vert, les étalons se sont entraînés au centre aéré de la BCAO. Parce que la pelouse du Comète n'est pas de bonne qualité. Mais ça coûte combien dans le budget de la fédération? On n'est pas capable de sortir de l'argent pour nous refaire la pelouse du Comète, pour nous remettre des pylônes au Comète pour pouvoir jouer au moins, s'entraîner au moins le soir. Il y a des choses qui, à mon avis, sont élémentaires. On doit pouvoir s'asseoir et puis régler ces choses-là. Parce qu'on vous donne de l'argent par les programmes de la FIFA et de la CAF, tu dois nous permettre déjà de financer ces choses-là en attendant que l'État vienne en soutien. Mais quand on n'est pas capable de faire cela, on se bagarre pour des questions de subsides, il y a problème. Le profil, après, ce sont les acteurs qui décident du profil. Mais le profil qui, moi, à mon avis, doit pouvoir diriger notre football, c'est d'abord le profil de quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui a une vision et de quelqu'un qui a l'abri du besoin. On ne peut pas venir pour vouloir encore venir ponctionner dans ces ressources-là pour soi-même. Il faut être à l'abri du besoin, être capable de vouloir impacter, être patriote en griffe, et capable de vouloir impacter son passage à la tête d'une fédération. Le juge Géoffroy Varras semble ne pas être du même avis. Non, pas que je ne suis pas du même avis, mais il y a une question que moi je ne veux pas qu'on élude avant que ça ne finisse parce qu'on est pratiquement à la fin. Ouais. Il y a le débat sur la question de sélectionneur. Ouais. On semble être résolument tourné vers une expérience au niveau local. Ouais. Comment est-ce que vous entrevoyez ça? Et puis, quelles sont les chances de ceux qu'on a? Qui vous voyez? Parce qu'il y en a qui disent, bon, Kamou Malo, il y en a qui disent, bon, lui, il est déjà venu. Est-ce que s'il revient, ça ne va pas créer des problèmes? Bon, on a forcément aussi d'autres visages, d'autres noms. Non, comment vous regardez tout ça? Moi, je pense que, peut-être avant de répondre à cette question, il faut dire qu'aujourd'hui, il a parlé donc du profil. Très rapidement. Moi, je pense qu'on prend une rallonge de 10 minutes. Voilà, moi, je vais juste ajouter quelque chose. Ce qui me manque le plus, ce n'est pas qu'il n'y a pas de plan et tout ça. C'est parce que chez nous, c'est de la rupture. À chaque fois que quelqu'un vient, on casse tout et on reprend. Vous avez vu le programme de la FIFA, il le dit, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un vient de nouveau, la FIFA ne débloque pas comme ce que les gens pensent. Hein. La FIFA, vous avez le projet, par exemple, on vous dit la FIFA, je pense que le Burkina a combien de milliards, éligible à combien de milliards pour pouvoir même faire son siège. Le Burkina est éligible depuis longtemps pour faire le siège. Mais c'est des paliers. Voilà, ça veut dire que l'équipe qui était là a fait un travail donc de comment vous appelez ça là? Le plan et tout, adopté et tout. Aujourd'hui, on a remis encore ce plan donc derrière, et il faut revenir encore parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc du coup, il n'y a pas de continuité. Celui qui arrive, il rompt et puis il est parti. Alors s'il y a un plan qui est dégagé, il faut pouvoir suivre cela, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous pouvez donc ajuster et tout ça. Mais s'il faut casser tout et reprendre, le siège n'est même pas encore sorti. Normalement, le siège là, aujourd'hui, avec le Burkina est déjà éligible à ça. Le Burkina a déjà eu cet argent au niveau de la CAF, de la FIFA, mais on ne peut pas dépenser. Parce que, évidemment, il faut mener donc des activités. La FIFA va décaisser au fur et à mesure. Vous avez fait votre plan, la pose la première pierre, et ensuite vous commencez à débloquer. Mais jusqu'à présent, depuis que le Burkina est éligible, je crois que ça doit atteindre maintenant 5 ans que le Burkina a été éligible pour son siège. Rien n'est encore sorti des terres. Ça, c'est pas la faute à la FIFA. Voilà. Maintenant, pour revenir donc au profil de l'entraîneur dont vous parlez, je pense que on est quand même dans un blocage. Il faut le dire clairement. Voilà. Je pense que si le Burkina veut un entraîneur à la dimension internationale, il faut s'asseoir et puis scruter pour choisir un entraîneur qui soit capable donc de conduire l'équipe. Un entraîneur qui est capable de conduire l'équipe avec un plafonnement de salaire à 10 millions, vous n'aurez jamais un bon entraîneur. En tout cas, sur le plan chaud. Pour vous, il faut y aller à combien? Non, mais aujourd'hui, vous connaissez. Vous connaissez les barèmes. Donc, vous connaissez les barèmes. Si vous voulez un entraîneur pour les étalons, 60, 70 millions, et voilà, et plus. Il faut casser un peu la tille. Mais si vous bloquez à 10 millions, vous aurez Velud ne va pas se donner à 100%, parce que lui, il est bloqué à 10 millions. 10 millions, il va en faire quoi? Donc, voilà un peu. Il faut déjà donc
briser ce plafond de verre. Et le ministre a dit que c'est pas quelque chose qui est figé. On doit pouvoir briser cela. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, pour ce qui est engagé actuellement, je ne sais pas. Pour certains, ils disent que c'est juste pour ajouter pour une situation d'intérim. Donc on veut prendre un national ou un entraîneur donc burkinabé pour évidemment donc remplacer Hubert Velud. Et que, bon, déjà, mais c'est quel intérim on cherche avec des. Non, la situation n'est pas claire. Est-ce que c'est un intérim? Est-ce que c'est chose. Parce qu'il faut clarifier ça. On a l'impression que on parle déjà de 6 noms et la SINA. Oui, on a cité les noms de ceux qui sont potentiellement éligibles. On fait les avoir, non? Oui, il y a Kamou Malo, il y a Oscar Barrow, il y a Brahma Traoré, il y a Brahima Traoré, il y a Jean-Pierre Bazé. Voici donc le nom qui ont été. Je pense que Kamou Malo, pour certaines indiscrétions, n'était pas dans les plans de la fédération. En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce qui coince avec ce dernier? Non, c'est une question de logique. Moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce qui coince. Moi, je voudrais vous dire une chose ici. Les entraîneurs locaux, comme on le dit, peut-être que c'est nous qui sommes en train de chercher un entraîneur local. Regardez les autres entraîneurs qu'on appelle locaux. MS Faye est né en France. Il a joué en France, il a fait ses formations en France. Sekouchel est né en Côte d'Ivoire, il est allé en France, il a joué en France, il a fait ses formations en France. Aliou Cissé, c'est pareil. Djamel Belmadi, qui part, c'est pareil. Regragui, c'est pareil. Nous, malheureusement, on n'a pas des entraîneurs qui ont joué en Europe, à l'exception de Firmin Sanou, qui a joué ici, qui est parti en France pour sa formation et tout. Mais la plupart des entraîneurs qui sont sur la liste aujourd'hui, mais les autres là, c'est les locaux, juste des noms. Sinon, la formation et le feeling là, c'est européen. C'est européen. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, Claude l'a dit, on ne peut pas vouloir titiller les sommets, 10e africain, 11e africain, et puis vouloir se contenter des entraîneurs d'un certain niveau. C'est vrai, l'opinion aujourd'hui est d'accord, de façon générale, pour qu'on prenne un entraîneur local. On a eu les meilleurs résultats. On va faire l'expérience d'un entraîneur. Oui, vous parlez de Kamou Malo avec la 4e place. C'est un entraîneur local. Mais Paul Put, c'est pas un entraîneur local. Nous avons été vice-champions. Paulo Duarte nous a permis d'être médaillés de bronze. Ce ne sont pas des entraîneurs locaux. Mais les réalités ne sont pas les mêmes au fur et à mesure qu'on avance. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de parler des problèmes de vestiaire aujourd'hui, dans cette histoire de primes et tout ça. Mais au-delà des problèmes de vestiaire, si on devait rentrer dans les questions tactiques, quand on a suivi le match Mali-Burkina et qu'on apprend qu'il y a eu des changements la veille du match pour nous ramener dans un système de 4-2-3-1, alors qu'on avait réussi en 3-5-2 face à l'Algérie, même si on a fait match nul, on a eu quand même de bonnes perspectives avec ce système-là. Et quand on connaît l'armada de cette équipe malienne, on nous apprend aujourd'hui qu'Hubert Velud, quand il est rentré dans les vestiaires à la mi-temps, il a dit ouf, on revient juste avec un but d'écart. Mais Claude était là au commentaire de ce match. C'était incroyable. On a été mangé dans ce système. Et si vous vous rendez compte que un système qu'il a mis en place, c'est un système qui lui a été imposé. Qu'il a mis en place à la veille, mais la veille entre la mise en place tactique et le match, certains joueurs, selon ce qui a été dit, on souhaitait jouer et donc du coup il était obligé de changer son système. En fait, je viens juste ça pour dire, si la Côte d'Ivoire a gagné, mais ça c'est la faute de l'entraîneur, ça. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que j'évoque cela. C'est pour ça qu'il faut un entraîneur qui a de la poigne, qui prend des décisions et qui les assume. Lorsque MS Faye a pris l'équipe, il y a des joueurs cadres anglais qui ont été mis dans. Un cadre, oui. Un cadre, il est important dans l'équipe, mais c'est pas obligé qu'un cadre joue. Quand un cadre ne rentre pas dans mon plan pour un match précis, il ne doit pas jouer. En fait, je dis, il faut qu'on ait un entraîneur aujourd'hui qui ait de la personnalité, qui assume ses responsabilités et qui prend des décisions. Mais pendant un bout de temps, depuis quelques années, on a des entraîneurs à qui les joueurs disent je veux jouer. Et ils jouent. Mais l'entraîneur qui regarde le match et qui sait quelle est l'approche qu'il faut avoir, quel est l'état de forme de mes joueurs et quels sont les joueurs dont j'ai besoin pour jouer ces matchs-là, doit pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment pour l'entraîneur, le profil qui va venir là, qui est la première des choses, qu'on pense d'abord le groupe. Quand on pense groupe là, tu peux t'appeler VAR, tu es important dans ton club, mais dans le système mis en place là, je pense que tu peux être sur le banc. Et je te mets sur le banc parce que Claude Ramba est meilleur que toi sur ce match-là. Et je le mets. Si on n'arrive pas là, et on doit rentrer encore dans des jeux d'influence, j'avoue,
Le foot, c'est 11-11 sur le terrain. Tu veux jouer, oui, mais est-ce que tu peux jouer? Est-ce que tu peux faire mon affaire? Si on ne réfléchit pas comme ça, groupe d'abord, avant individualité, on ne s'en sortira pas. On est parti à cette cas, on avait des joueurs blessés, mais les Ivoiriens sont partis avec des joueurs blessés. Mais qui finalement ont été ces joueurs-là, ces éléments-là qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner. En étant sur le banc et en rentrant au fur et à mesure. Moi, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir. L'entraîneur qui va venir, il aura beaucoup de boulot parce qu'en termes de ressources humaines. Mais tu penses qu'un entraîneur burkinabé n'a pas fait ça? J'espère. Moi, j'espère. 3 minutes de je temps l'espère d'antenne. parce qu'on a déjà les preuves. Hein. Avec ce qu'on a déjà vu, on sait ce qui s'est passé. 3 minutes de temps d'antenne, juge mouvement. Bon, on est maintenant dans le choix de l'entraîneur, mais il faut être réaliste, comme l'a dit, comme l'a dit Lassina. Il faut être réaliste parce que ce n'est pas de l'émotion. Mais en fonction de l'émotion ici. C'est pas de l'émotion, mais j'ai l'impression que nous sommes dans l'émotion. C'est pas de l'émotion. Il y a un travail à faire. Il y a un profil à aller rechercher, mais c'est pas le profil notre problème. Il faut chercher un entraîneur. Il faut d'abord identifier le profil même pas avant de voir si le profil correspond à un. C'est pas le profil notre problème. On ne veut pas mettre des moyens pour avoir un tel profil. C'est ça le problème. Le ministre a dit que les 10 millions là, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Vous savez, il y a des entraîneurs. On peut le Ok, l'arrivée de Velud, vous savez comment ça a été difficile. Et Velud, il est venu tout seul. Tout seul. On a imposé un staff à Velud. Entraîneur adjoint, deuxième entraîneur adjoint, et on fonctionne. Regardez, dans la plupart des staffs, c'est difficile qu'un entraîneur vienne tout seul, sans au moins un adjoint dans ses bagages, son complice, avec lequel il peut travailler. Mais il vient tout seul. Il vient chercher son argent. Mais Velud, moi, je vous assure, quand j'ai vu Velud à la conférence de presse d'avant-match Mali-Burkina, quand je les regardais, je savais qu'il vivait ces derniers jours avec les étalons. Parce qu'il savait que ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Non, mais Velud n'est pas bon. Justement, en fait, c'est le commentaire que je voulais faire. Terminé. Oui, puisque au Burkina, vous pouvez coucher les bons plans, les bons programmes. Notre problème, c'est quand vous allez dire le montant. Ah non, moi je connais quelqu'un qui peut faire mieux que ça, avec ce prix-là. Non. Donc, on ne veut pas, on a peur de parler argent. Donc, vous allez avoir des profils qui répondent à votre cagnotte. Vous voulez un résultat extraordinaire. C'est pas possible, c'est un investissement, c'est du business. Donc, sinon, les profils sont là. Ceux qui peuvent relever le foot sont là. Mais on veut des gens qui soient moins chers. Même les locaux qu'on veut prendre là. Souvent, c'est parce qu'on veut les payer moins cher. Avec des salaires de misère. Et on leur demande un miracle. Et je vous rappelle que ça ne peut pas marcher. La première des ressources pour une équipe nationale, c'est la ressource humaine. C'est clair. Aujourd'hui, le seul joueur burkinabé qui soit titulaire dans les grands championnats européens, c'est Edmond Tapsoba. Le seul joueur. Et le joueur sur lequel on a misé tout notre système au milieu de terrain, c'est Adama Guira. Il joue en 4e division en Espagne. Il est venu, l'intensité des matchs a fait qu'il a eu une rupture du tendon d'Achille. C'était le milieu sur lequel on avait basé notre jeu. Après, vous regardez, et la plupart de nos joueurs ne sont pas titulaires. Vous allez prendre un entraîneur qui s'appelle Claude Romba, qui a la catégorie UEFA top, qui vient, qui a la SINA, qui a combien de joueurs qui ne sont pas titulaires, et vous voulez qu'il vous fasse des miracles avec ça. Cherchons d'abord à voir déjà de la ressource humaine. L'entraîneur viendra en appui pour bien sûr mettre les systèmes en place. Véritablement, on a un problème à ce niveau. Pas de temps pour une question, on termine avec un commentaire. On n'a pas un problème à ce niveau, on a un problème à tous les niveaux. Parce que quand on voit le débat qu'on a fait aujourd'hui, la relève, c'est un véritable problème parce que les gens estiment que il faut d'abord y mettre l'argent là, on va voir ce qu'on peut faire avec. Et deuxièmement, il y a un championnat, on ne sait pas si le programme là même pourrait être sauvé. Donc, de vivier au niveau national, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher si on n'a pas de joueurs même en Europe qui ont beaucoup de temps de jeu? C'est notre championnat même là, il est clopin. Je voulais venir chercher qui dedans? Non, je ne veux pas qu'on termine avec une vision alarmiste de la situation. Et puis pour terminer, regardez nos infrastructures. Claude le disait, il parle de gazon. Non, la plupart des matchs, si on veut c'est championnat terre rouge. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Je dis, si on veut avoir des médailles, ce n'est pas sorcier. Il y a une vision qu'il faut avoir. Et pour moi, et c'est pour ça que j'ai rejoint ce que Bernard disait, il faut des gens qui ont une vision pour notre football. Et je rejoins aussi ce que Lassina disait tout à l'heure, qui non seulement de l'ambition, mais qui aiment ce pays-là, qui sont patriotes et qui ont envie d'aller loin. Pas qui pensent seulement à ce qu'ils peuvent gagner dedans. Tant qu'on n'est pas dans ces schémas-là, ça sera vraiment difficile.
ça sera vraiment difficile. Moi, je vais dire juste quelque chose. La ressource humaine, je pense qu'on en dispose. Quand vous prenez juste les cadets, vous verrez que Souleymane Aliou a été le meilleur joueur de la CAN de sa catégorie. C'est pour dire que donc on voit des joueurs qui quittent ici et qui vont s'imposer en Europe rapidement. Donc c'est pour dire que la ressource humaine, on en a. Il faut juste trouver un bon manager pour gérer la situation. Et accepter de payer. Le problème qu'on a avec ça, les expériences nous ont démontré, les petites catégories, souvent, on s'en sort. Mais il faut souhaiter que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des cadets, là, dans 2-3 ans, qu'ils arrivent à un certain niveau. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup sont partis, cadets, top. Le ministre a dit quelque chose est venu. Ils ont disparu. Roberto Carlos est venu et il s'engage donc à... Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions à la barre Claude Rwamba et Lassina Sawadgo. Avec eux, il a été question du football burkinabé, crise, réforme et perspective. Merci à vous d'avoir répondu à la convocation. Merci, c'est motivé, merci. Merci Claude Rwamba également. Merci à vous, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Geoffava pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.